Salut à tous, bienvenue dans Ciné, Série et compagnie, qui mêle comme toujours les styles et les genres, mais qui aujourd'hui a très envie d'explorer toutes les facettes de la jante masculine. Des réalisateurs qui se confient, des acteurs qui prennent tous les risques ou qui jouent avec leur image. C'est beau, un mâle qui doute. Avec parmi eux Kit Harington, alias Jon Snow dans Game of Thrones, qui s'offre une échappée belle au cinéma dans un rôle d'espion. Ou encore Jason Clarke, acteur au sommet dans tous les sens du terme, à plusieurs milliers de mètres d'altitude pour le film Everest. La leçon de mise en scène de la semaine est signée Xavier Giannoli et c'est un autre Xavier, dramaturge, scénariste, réalisateur, qui partage avec nous ses envies de cinéma et de série, Xavier Duringer. Mais tout de suite, je m'offre un petit tête-à-tête avec une méga star, mais une star à la marge, un acteur qui, malgré la notoriété et les midinettes qui l'entourent, reste hors des sentiers battus, Keanu Reeves. Il était au centre de toutes les attentions au dernier festival du film américain de Deauville qui lui rendait hommage. Keanu Reeves, 51 ans et 30 ans de carrière, conserve l'allure juvénile qui a tant séduit les jeunes filles, à commencer par moi. Hello, I'm Sophie, nice to see you. Hello, nice to see you. Mais c'est surtout un acteur qui, entre films d'action révolutionnaire et cinéma indépendant, aime jouer avec le feu. Dans Knock Knock, une série B assumée, il égratigne son image de sauveur en incarnant une proie, celle de deux jeunes femmes hystériques. Et visiblement, il a adoré ça. You've been a very bad boy, Evan. Dear Keanu Reeves, I've realized watching this movie that you don't often play the normal guy with a wife, children and a dog. Yeah. So how is that to be normal, not to save the world? It was fantastic. It was fun to go through that process of starting out, like the veneer of normality, you know, what's, just, going through life, the kids, the wife, the job. It's a nice pictures on the wall. It's a nice picture, all the pictures, but then what's underneath? Yes. How are the kids? Not so good. What happened? Jay got stung by a jellyfish. He was crying. Oh, no. Yeah. Poor little guy. He's okay now. Where is he? He's back at the beach. He was a little bit hairy for a while, but now he's okay. What about you? How's your project? Great. Great. I'm in a really good groove now, so home stretch. Why is that interesting for an actor to play a victim? Because there is a passive thing into that. Well, it's dramatic, and I think the fun of it is also the struggle to survive. So that kind of play, oftentimes you're victimized, but then what is the turnaround? What does that bring about? What is the challenge that gets confronted? What do you want? I want to play hide and seek. 30 seconds. You leave the house, I shoot. Help me! This is what happens when you break the rules of the game, Evan. You spend your time being tied up, beaten, raped, Yes, even fantastic. buried. Yeah, fantastic. What was the craziest moment? I was trying to picture the atmosphere on the set. Yeah, the rape was pretty weird. Being tied up all day, some of it's cool. Some after a while, it's not so much fun. There's a kind of letting go of that. I tried to help you. I let you in. I was a good guy. I'm a good father. This film is really a guilty pleasure because a little bit of sex, torture. Sex torture, yes. Awesome. Do you find enough projects like this with this kind of naughty and indie spirit? Yeah, oftentimes in independent cinema, which doesn't have the obligation of storytelling like a popular movie, can take these risks, can take these chances. And oftentimes, through the years, I've, hopefully, been able to play in the arena of films that kind of tell stories in different ways. A Scanner Darkly again, or Thumbsucker, or Generation or My Own Private Idaho, or, they have certain experimental feels to them. And I recently worked with Nicholas Refn on a picture that he did called The Neon Demon. That again is challenging material and expectations in the audience. But even when you are acting in an action film, it's not mainstream.
you know, Constantine or John Wick. It's not the usual stuff by the studios. Are you reluctant to be part of a system? And no. I mean, the system's fantastic. To go, you know, by other ways. Maybe it's just my taste. You know, I try to find the character in the action movie, or you know, to create stories that aren't the usual kind of thing. Find a different angle, or you know, work with a director that has a certain take on a project. I love popular art. You know, it's fun to be in films and projects that people enjoy. So hopefully you can combine the two. You've been acting for more than 30 years, so you're kind of a young veteran now. I am. I'm a salty dog. What was the most inspiring or fulfilling years for you? I don't know. I can talk about decades, actually. The 80s were great, and the 90s were cool, early 2000s, lots of stuff going on. Here we are in 2015 and still shaking and baking. You know, I mean, as you get older, you know, things change, but some things are the same, you know. Like what? Well, the pratique of making a movie is the same, but changed a little bit with digital. So how you make a movie has changed a little bit. There's been an evolution in that. Yeah, you've made a documentary about that. I did. I made a documentary called Side by Side, which is going to premiere here in France on OCS. Ah, finally. Finally, which is fantastic. You know, I mean, also with the story, as you get older, the stories change, too. You know, you're not losing your virginity anymore. What are you the most proud of? Proud. I don't know if I feel proud about anything. I mean, I think, especially historically, the Matrix trilogy is pretty exceptional. So to be a part of that is really, you know, changed my life. What was your worst nightmare? My worst nightmare? Oh, gosh. I've had so many. I don't know. I mean, it's hard to choose in the gallery of horrors. Yeah. Your own gallery of horrors. Yeah, I mean, mostly they're tied for me with loss and loss, and then fear and insecurity, you know. I've had the typical actor dreams where you can't remember the lines and, like, you know, you're late for the show, but there's certainly, of course, you know, you're still fighting for a career, you know. And it's part of the gig. It's like you always, where's the next job? What's the next job going to be? Yeah, and hopefully that people like what you do. But you can't really do much about that. You can only kind of do what you do. You really seem to be in love with cinema, with all the process and not only acting. Yeah. Do you remember where does that come from? I don't know, ever since I started, I always liked the set. I love the physical production of it. I love the trucks and the hair and the makeup and the costumes and, you know, bringing the camera, the grip, electric, you know, and then I love the moment, the kind of the space in front of the camera and then the chance to play. And my favorite part was after someone said action, you know, because that's when there's a different kind of way of being alive. Enthousiaste et bavard dès qu'il parle de cinéma, généreux de son temps, Keanu Reeves est décidément une star accessible. Je suis à deux doigts de remettre une photo de lui dans ma chambre. Cher Jason Clarke, à la Mostra de Venise la semaine dernière avec vos faux airs de James Bond sur votre hors-bord aux côtés de Jake Gyllenhaal, ou encore au Festival de Deauville sur le tapis rouge, vous semblez épanoui, à l'aise, détendu autour de la promotion du film Everest qui sort cette semaine. Pourtant, je sais que vous revenez de loin. No, come on, doggy! Dog, let's go, hurry up! Vous, mais aussi Jake Gyllenhaal, Josh Brolin, Emily Watson, Keira Knightley, Robin Wright, Michael Kelly, Sam Worthington. Vous faites tous partie du solide casting d'Everest, ce long métrage poignant et réaliste autour de la tragédie véridique qui coûta la vie à 8 alpinistes le 10 mai 1996. So the game is, can we get you up to the top, down to the bottom, before that happens?
Et depuis votre rôle dans ce film, mon cher Jason, les gangsters, les terroristes, les grands singes et tous vos personnages précédents sonnent comme roupis de Sansonnet par rapport aux conditions de tournage que vous avez essuyées sur Everest et dont peu d'acteurs peuvent se vanter. I had to be able to climb. I had to be able to take care of some of the other actors. I had to be able to know what I was doing, to be able to lead the way with the group, you know, with my crampons, with my ropes, with my gear, my backpack, food, water, sunblock, you know, little thing, everything. De mon côté, je me demande bien pourquoi vous avez accepté ce rôle. Sérieusement, quelle idée de tourner au Népal en janvier à 6000 mètres d'altitude, de faire des raccords dans les Dolomites italiennes par moins 30 degrés, d'éprouver du vertige, de la peur, du stress, quand vous pourriez tranquillement donner une énième suite à la planète des singes avec un bon doubleur de cascade, hein? Est-ce bien raisonnable? Because it's mostly just pain. Yes. Ain't that the truth? To put it simply, guys, human beings simply aren't built to function at the cruising altitude of a 747. Okay, once we get above here, above the South Col, our bodies will be literally dying, and I mean literally dying. C'est que Balthazar Kormákur, le réalisateur islandais, n'a pas froid aux yeux et sait en promettre à l'acteur ambitieux que vous êtes. Pour commencer, je gage qu'il vous a fait le coup du non-acting. Oubliez le jeu, soyez naturel, pelez-vous dans votre combi élastane à grande volée de glace gelée dans la figure et laissez-vous aller. Soyez vous dans la neige, Jason. J'ai raison? Yeah, there were totally days where it's just there is no acting. You've done your work and you know you're beaten up. Because you know, it's not like you're out there for 14 hours or 12 hours a day. You know, doing takes again and again and again. And yeah, at the end, you know, eventually, you know, damn, I can't. There was one scene where I couldn't. I had my hand on the radio. I took the glove off, and I couldn't undo the radio. I had to get somebody to come and help me to take my fingers off and then warm them up. I kind of, the mandate was not to act in a way. And that is about opening up, you know, and use the elements, use the cold, use the pain to present on the screen and share it with the audience, not fake it all the way through. La promesse de Balthazar, c'est donc l'expérience plus que le jeu d'acteur. Et ça vous parle. Deuxième argument, quasiment pas de tournage en studio, hormis quelques fonds verts pour les scènes au sommet. Du terrain, rien que du terrain, et partout une nature sur la défensive et un défi physique de taille. Et puis, sous ses airs de viking velu, Balthazar Kormákur est un grand sage aux belles paraboles. Et c'est là qu'il vous lâche son dernier atout, la promesse du spirituel caché dans le blockbuster, l'Everest comme métaphore de nos rêves à accomplir. Vous n'y résisterez pas. I think it's just human. I think it's so innately human for us to want to reach for the stars, you know, shoot for the horizon. And it's also very human that, you know, we easily forget that you want to come home. L'expérience de ne pas jouer, le tournage sur le terrain pendant des semaines, les questions existentielles distillées sous le vernis du faux film catastrophe, voilà donc ce qui vous a séduit dans ce projet d'envergure, mon cher Jason. Mais j'ai quand même très envie de connaître la promesse du réalisateur qui vous a convaincu de changer votre couleur de cheveux pour ce jaune improbable. Vous m'appelez et on en parle? Allez, ciao! Dis-moi ce que tu regardes, je te dirai qui tu es. Au jeu de l'extra interview cette semaine, les dés sont un peu pipés, car c'est Xavier Duringer qui mène la danse. Cet auteur de théâtre, joué dans le monde entier, également scénariste et réalisateur, on l'imagine forcément perfusé au petit et au grand écran. Aujourd'hui pourtant, c'est le jeune romancier qui parle. Duringer s'essaye pour la première fois à l'autofiction et signe un récit foisonnant où il relate sa jeunesse sur fond de virées entre potes, de paradis artificiels et d'initiation à l'ésotérisme. Bonjour. Avec toujours une obsession en tête. Je vous en prie. Sonnez vrai. C'est un réalisateur. Xavier Duringer, vous êtes un dramaturge, un scénariste, un cinéaste reconnu. Pourquoi est-ce que vous avez mis autant de temps à vous lancer dans un roman? J'avais écrit une forme romanesque déjà quand j'avais 23-24 ans et qui avait donné en fait la base du scénario de mon premier film, La Nage indienne. Il s'avère qu'à cette époque-là, j'avais rencontré une grande éditrice qui était une sorte de papesse dans le métier, qui s'appelait Françoise Verny. Et je lui avais raconté des histoires que j'étais en train de vivre à l'époque. J'étais
un jeune acteur un petit peu paumé dans Paris, et je lui ai raconté des petites histoires comme ça de mes premiers cercles. Elle m'a dit « Écoutez, il faut absolument que vous en fassiez un roman ». Et en fait, j'ai mis pratiquement 25 ans à l'écrire. Mais c'est vrai que le roman, en tout cas, ce roman est défini comme un roman vécu, on va dire. On est seul avec soi-même. Il y a une phrase dans le roman qui dit que l'imagination, c'est de la matière fécale s'il n'y a pas un fond de vérité, enfin de vécu et de vérité entière. C'est votre credo aussi bien pour la littérature que pour le cinéma? Moi, je défends un peu cette chapelle de dire que voilà, on ne parle bien que d'une chose que l'on a touché du doigt, que l'on connaît intimement. Et à partir de là, on n'est absolument pas dans le cliché au moment où on la traite. Par exemple, moi, quand j'ai fait un film noir, J'irai au paradis car l'enfer est ici, ou Les vilains, j'ai écrit avec quelqu'un, Jean Miez, qui est mon ami, qui avait fait 18 ans de prison. J'avais 5 acteurs, à eux 5, ils avaient fait 60 ans de prison dans mon film. Parce que ce qui est important, c'est pas de se nourrir. Oui, on peut écrire un film noir en regardant les séries américaines, en regardant du Scorsese, du Coppola, Abel Ferrara, et puis on peut se faire un film comme ça en s'inventant des personnages. Mais on sera jamais aussi précis, aussi vrai que de traiter les détails vraiment des personnages. You only exist out here because of me. He's a loose cannon. Quand je cite Scorsese ou Coppola, ils ont toujours travaillé avec des gens qui venaient de la Little Italy ou qui venaient de la mafia même, et à chaque fois c'était des adaptations ou en tout cas un travail avec des gens qui avaient véritablement vécu ces choses-là. You want to get rid of me? Here I am. Go ahead, get rid of me. Il y a aussi tout un genre, des genres de films absolument pas réalistes. Les films de science-fiction, alors on sait que c'est toujours, ça part toujours d'une réalité, mais c'est comme si vous vous interdisiez certains genres parce que si c'est totalement issu de l'imagination et pas du vécu, ce serait pas la série, par exemple, X-Files. X-Files a été écrite par rapport aux dossiers véritables sur des enquêtes qui ont été faites sur cette chose-là. Et donc ils prennent quelqu'un qui y croit dans le couple et l'autre qui n'y croit pas ou qui est complètement profane sur ces choses-là. Et c'est cette confrontation-là qui est intéressante. I believe that what we're looking for is in the X-Files, and more certain than ever that the truth is in there. I've heard the truth, Mulder. Now what I want are the answers. Vous avez souvent cité les séries américaines. Est-ce qu'il y a des grandes séries américaines qui vous ont marqué? Soprano. La série est géniale parce qu'on prend le temps d'être avec nos acteurs et de pouvoir développer comme ça des choses. Et puis ça crée une addiction formidable et on est beaucoup plus à jouer en fait avec le rapport au public, c'est-à-dire dans la construction même de la série, le rapport à l'addiction et au secret, au mystère, à comment on va finir un épisode, comment on va le recommencer, comment on va lancer des pistes et puis s'interdire ça. Et puis on est beaucoup plus en jeu, c'est presque un jeu interactif qu'on fait au moment de tourner. On est pratiquement avec le spectateur à jouer avec lui et être dans cette forme presque d'embrouille avec lui, émotionnelle, permanente. Vous avez aussi beaucoup cité Coppola et Scorsese. Dans le livre, vous racontez, vous allez voir tous les films de Bruce Lee et de Capra. Ça a été quoi les grands chocs de cinéma? La vie est belle de Capra, enfin, c'est un film où je chiale à la fin. C'est terrible, cet ange qui veut gagner ses ailes d'ange et on s'aperçoit de ce qu'on aurait été, enfin ce que le monde aurait été si on n'avait pas été là. Voilà, c'est absolument magnifique. Non, moi j'ai grandi en banlieue nord avec les Bruce Lee, avec ces choses-là. J'ai revu un film que j'avais été voir à l'époque, même s'il était un peu décrié à l'époque, c'était Saturday Night Fever. C'est un super film. Non, mais quand je dis c'est un super film, c'est que même le disco dans ce film-là, il est presque de l'ordre de l'ébauche. Bon, il danse bien, mais c'est un peu... Mais le traitement des personnages, de son meilleur pote qui se jette dessus du pont, le rapport avec les filles qui baissent sur les parkings, le rapport avec son frère qui veut devenir prêtre, avec cette bande, avec ce passage en fait à l'homme adulte entre l'adolescent qui veut devenir un homme. Cette chose-là est traitée aussi un peu dans mon roman, c'est-à-dire ce passage comme ça, véritablement
travers des cercles qui sont parfois des cercles infernaux. Quel spectateur êtes-vous aujourd'hui? J'allais dire très enfantin. Je peux aussi bien aimer un film de série B comme un film beaucoup plus pointu, un film politique, un film social, un film engagé, que de regarder quelque chose considéré par d'autres comme une grosse merde, mais qui, moi, va me toucher, va me bouleverser, parce que j'ai encore au fond de moi toutes les composantes du mec qui a grandi en banlieue et qui un jour a découvert ce monde merveilleux du théâtre et du cinéma. Ce petit loser de la rue que je décris dans mon roman, il est toujours à l'intérieur de moi, et il suffit que je pense à lui pour qu'il revienne très vite. Pour savoir comment ce petit loser est devenu grand auteur, plongez sans plus attendre dans ce roman initiatique. Dans quelques instants, c'est Xavier Giannoli qui va partager avec nous ses choix de mise en scène dans le Screen Parfait. Le réalisateur des Corps impatients ou encore de À l'origine, pour ne citer que, signe avec Marguerite son premier film en costume et dirige l'immense Catherine Fro dans un rôle de grande bourgeoise qui se rêve cantatrice malgré sa voix terriblement fausse. Mais avant cela, Madame et Série répond à une question importante. Tous les acteurs naviguent-ils aujourd'hui facilement entre petit et grand écran? Réponse avec Kit Harington, devenu, vous le savez, extrêmement célèbre grâce à Game of Thrones et que l'on retrouve cette semaine au cinéma. La pépite de la semaine, c'est le livre le plus merveilleux jamais sorti sur les séries. La Bête fait près de 750 pages et se concentre sur le meilleur du petit écran ces 20 dernières années, en s'ouvrant bien évidemment sur Twin Peaks. Cet ouvrage massif analyse des œuvres majeures comme The Wire, Louis ou True Detective avec un regard passionnant, initié par une trentaine d'auteurs spécialisés en sociologie, communication, sciences politiques, histoire de l'art ou encore en cinéma. Le livre s'intéresse aussi au vocabulaire des séries et à tous ces genres, comme la série d'animation avec les Simpsons. L'univers des séries télé est sorti aux éditions Taschen, éditeur prestigieux qui rend magnifiquement hommage à la série. Et ben nous, on dit merci. Et on dit aussi merci à Kit Harington que Madame et Série a rencontré pour mélanger les genres et sauter le pas entre série et cinéma. Après avoir passé 5 années dans la peau de Jon Snow, Kit Harington s'offre un retour très british dans un film tiré de la série culte MI5. Infiltration sort en e-cinéma, soit un film de cinéma, tant en termes de budget que de casting, disponible directement sur Internet. Do you think Kasim might have got to Harry somehow? Turned him? Diffusé pendant 10 ans sur la BBC, MI5, connu sous le titre Spooks, tente le passage souvent dangereux du format série au format ciné. D'autres comme Entourage, sorti au cinéma en juin dernier après 7 années sur HBO, en ont récemment fait les frais. A lot of movies that come from TV shows don't work, but where they should work is that they're bringing a whole history of a group of characters or an organization, or they're bringing a wealth of sort of knowledge and a world that has existed for a long time into a movie format. It's a bit different for me because I was a new character, a new addition to this. But it kind of worked in that way as well, I think, in that it was this guy just being dropped into this really messy scenario, and I think the audience should follow everyone involved, including myself, in a quite unique way, maybe. Si la frontière entre petit et grand écran est de plus en plus floue, l'acteur regrette qu'en réalité certaines réticences soient toujours palpables. I think there's still a stigma surrounding TV. I think that still sticks, even though things are changing. People realizing it's different ways of telling stories, and you can tell stories brilliantly in lots of different forms, which is great. There's still a in certain parts of the profession, being an actor or a director or maybe a producer, there's still a stigma of like, oh, that's TV and this is film, which I disagree with. You know, I moving on from here, post Thrones, like,
I want to do both. You know, there's no one that's just better than the other. It's just stories. Game of Thrones is shot like a movie. From my experience, I'm sure with a lot of other TV, there is a difference. I think the only major difference that I can see is that sometimes I get a bigger trailer, and the catering's a bit better. I have never found a huge difference as far as the pace of anything I've been on within the film or TV world. I've only ever done Game of Thrones, which is the only TV I've ever done. And that moves at the same pace and with the same energy and with the same air of nervousness, excitement, of time running out. For the watch. Pour l'acteur, la principale différence entre le traitement des personnages qu'il incarne dans une série ou dans un film est la vitesse à laquelle ceux-ci se dévoilent. The only difference being that with a TV show, it's a much slower burn, I think, for a character. So for a TV show, you could have anything up to 7 seasons, 8 seasons, whatever it is. So I think you don't want the audience to discover everything about that character straight away. Whereas with a movie, you've got to get a story across very intensely, very quickly, and let the audience in on that character and invest on that character in a much quicker, more intensive way. That's the only difference, I think. Having worked on both mediums, it's not so much about character as it is about story. It's about when you choose to really let the audience in. L'autre différence est le rapport avec le réalisateur, car si la série accueille généralement plusieurs metteurs en scène qui s'alternent, le film repose sur une seule vision. I think essentially you treat a director in any form as a director, but as the further you get along with a TV show, the harder I think it is for the director coming in, because you know the format of that TV show and you know the character far better than that director does. So they kind of have to work around you in certain ways. Whereas with a film, there's a real sort of bond or a trust that has to happen where you're both discovering this character's journey at the same time for the same period of time. Après avoir passé des années au sein de Game of Thrones, une série chorale pleine de personnages emblématiques traités au même niveau, Kit Harington se retrouve en tête d'affiche de MI5, une responsabilité différente qu'il prend avec philosophie. So, how is life after MI5? You're not from the Moscow section. Second movie where I've been on posters, and that reminds you that I guess you are shouldering some of the responsibility for it selling or it how well it does, but you can't let, that's not my decision, you know, like you know, I know what number on the call sheet I am, I know that I'm one of the leads, but at the end of the day, you only, as an actor, you're focusing on trying to tell the story well, trying to perform to the truest sense of the character. You're not really, hopefully, concentrating too much on all of the after bits like this, because that sends you mad. Après MI5 Infiltration, la prochaine étape ciné pour le beau Kit, c'est le nouveau film de Xavier Dolan. À suivre. Il existe en France un cinéma où des personnages s'émancipent et ont l'audace d'aller jusqu'au bout de leurs obsessions, même si cela est parfois incongru et que cela sonne apparemment faux. Allons, ça va, rentrez ou sortez, monsieur, mais laissez pas la porte ouverte, c'est insupportable. Les films de Xavier Giannoli sont des fresques en trompe-l'œil qui ont la force de faire cohabiter le navrant et la beauté, le poétique et l'effrayant, pour questionner ce qu'est l'identité. Bonjour.
Bonjour Xavier Giannoli. Merci de répondre à notre invitation. Je la souhaitais au Théâtre de Jazet, sur le plateau, pour parler de votre nouveau film, Marguerite, parce qu'il est encore une fois question d'un personnage aux ambitions insensées, un personnage incarné par Catherine Fro, une fan de musique d'opéra qui s'est mis en tête de chanter devant un public. Alors, si vous deviez mettre en scène notre interview. Vous avez 2 caméras, vous avez des LM 400, des misards. Est-ce que vous voulez que l'interview se fasse sur pied? Dites-nous. La mise en scène, il faut que quelque chose soit écrit pour moi. Donc là, je serai... soyons simples. Je m'assieds en face de vous, voilà, et puis j'essaie de dire des choses intéressantes. Alors, quelle valeur de plan vous souhaitez, par exemple, pour cette caméra-là? Qu'est-ce que vous souhaitez comme valeur de plan? Classique, là. Oui. Voilà. Très bien. Et c'est là une direction pour cette caméra-là? C'est beau d'avoir cet endroit mythique quand même dans le champ. Voilà. D'accord. La lumière? Sobre. Voilà. Sobre. Ouais. Je travaille toute seule, je vais à l'opéra, j'écoute de la musique, je chante au moins 4 ou 5 heures par jour, vous savez. Vous pensez qu'elle sait pas qu'elle chante complètement faux? Faux, mais sublimément faux. Divinement faux. Je vais organiser un vrai concert, Georges, devant un vrai public. Il est question de musique dans ce film. Est-ce qu'on peut rapprocher l'art lyrique de l'art de la mise en scène? La musique, l'opéra, ça peut vite être éthéré, ça peut vite être quelque chose d'abstrait. Et tout l'enjeu de mon film, c'est de montrer qu'elle a un rapport physique, charnel, très très puissant à la musique. Quelque chose de sa vie, de son corps, se joue dans sa voix. On l'entend chanter totalement faux. Et en même temps, on sent bien que les déraillements de sa voix, de sa gorge, sont aussi les déchirements de son cœur et de son corps, parce que c'est une femme délaissée. Et dans tout le film, il va y avoir ce rapport avec le rouge, où tout le film est dans des tons plutôt gris, et de temps en temps, il y avait un éclat de rouge. Ça va être le foulard avec lequel elle va comprendre que son mari la trompe, qui sera un foulard rouge. Ça va être son sang quand elle se déchire la voix. Ça va être son salon de musique qui est rouge. Et c'était une façon, sans qu'on ait à l'analyser, que c'est pas fait du tout pour ça. C'est fait pour avoir un rapport sensuel, le cinéma sensitif. C'était effectivement ces couleurs faites pour raconter quelque chose. Elle a foutu le feu ou quoi? Marguerite! En quoi le choix de vos cadres, dans cet extrait, donne-t-il des informations pour construire le récit? Je débute par un panneau parce qu'on revient au château alors qu'on vient de voir que le mari a une double vie, qu'il a une maîtresse. Et en fait, on revient au château où Marguerite est en train manifestement de faire quelque chose de bizarre puisqu'il y a le feu dans le château. Et ce que je voulais exprimer aussi, c'était que Marguerite est un personnage insoumis, incontrôlable, complètement excentrique et que de commencer par du feu, c'était de montrer qu'elle mettait en péril quelque chose, puisque ça va être l'histoire de l'émancipation d'une femme, de quelqu'un qui va prendre sa liberté par rapport au code de l'époque, par rapport à l'autorité de son mari, par rapport à toutes ces choses-là. Et le panoramique, c'est un mouvement que j'aime beaucoup, puisque je trouve ça romanesque. Juste après, c'était l'endroit que je préférais filmer dans ce château avec ses arcades. Le film est beaucoup tourné avec des contre-jours, comme on voit là. Moi, j'aime pas quand on éclaire les murs dans un décor. Je trouve ça pas beau. Je préfère qu'on éclaire les acteurs et que la lumière n'arrive pas sur les murs. Et je voulais aussi que ça exprime quelque chose d'un univers néoclassique, quoi. Là, des arcades, il y a un côté château, il y a un côté ancien monde. Et surtout, ça évoque quelque chose de maîtrisé, de statique, dans lequel le mari affolé arrive. Et j'aime bien que Marguerite, dans le film, apparaisse comme quelqu'un qui fout le bordel, qui est excentrique, qui dérange toutes les lignes. Au premier plan, il y a cette rampe d'escalier qui fait office de vignettage pour mieux concentrer notre attention sur le personnage qui arrive au troisième plan. Oui, alors ça c'est quelque chose auquel moi je fais attention dans la mise en scène, c'est la profondeur de champ en fait. C'est faire qu'il n'y ait pas quelque chose de plaqué, de télévisuel on pourrait dire, et qu'au contraire il y ait une profondeur dans l'image. Et je ne sais pas pourquoi, j'aime bien quand il y a un avant-plan, je trouve que l'image est plus dynamique. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'architecture de ce plan qui est quand même extrêmement complexe. Et qui a été très compliqué à tourner. Moi, ce qui m'intéressait à exprimer avec la caméra, c'était un rapport entre le mouvement et l'immobilité. Comme on a vu avant, il y a ces arches et puis le mari qui arrive en courant. Et puis là, le mari est immobile maintenant et Marguerite va passer. Et je voulais que Marguerite, dans le film, soit toujours un principe de mouvement, de dynamique et de surprise. Elle échappe à son mari. Là, on la voit habillée en Valkyrie avec un casque
avec des plumes, une armure, voilà, et c'est un personnage totalement excentrique, et le mari est pris de court. Et je voulais aussi exprimer quelque chose de l'enfance. Ça me fait penser à quand j'arrive chez moi et que mon petit garçon est déguisé, et qu'il y a plein de copains autour de lui, et qu'on arrive dans son monde à lui, enfin à elle en l'occurrence, parce que là il y a quelque chose aussi de l'ordre de l'enfance qui justement ne leur appartient pas parce qu'ils n'ont pas d'enfant. À la fin du mouvement, on va retrouver l'arche et puis il va y avoir le mari et le tableau derrière, voilà, avec les enfants, on pourrait dire, qui bougent, et le mari qui lui apparaît comme une espèce de figure autoritaire et digne, totalement dépassé par la folie de sa femme. Dans cet extrait, on voit que les choses sont organisées, vous avez le sens des raccords. Alors le travail d'un metteur en scène, ça ne s'exerce pas seulement sur un plateau avec une caméra et des acteurs, ça s'exerce aussi au montage. Alors est-ce le tournage ou le montage qui est l'acte de vérité d'un film? J'écris mes films, et quand j'écris, je pense énormément à la mise en scène et je commence déjà à faire des dessins. En fait, je dessine très très mal, c'est vraiment des monsieur patates, mais j'ai besoin de ces rapports de masse, j'ai besoin de mettre des mouvements, j'ai plein de couleurs, et je pense déjà à mes raccords, et en fait, je pense à des phrases cinématographiques et comment est-ce qu'elles vont avoir un rythme, comment elles vont dire quelque chose ou au contraire cacher quelque chose, comment un mouvement va exprimer quelque chose du secret de la scène ou des personnages. Très souvent, je pars des regards, puisque j'aime ma place de spectateur quand je sens dans un regard qu'il y a quelque chose qui n'a pas été dit. Et donc la caméra, j'aime beaucoup filmer les gens qui écoutent pour aller dans ce sens plutôt que les gens qui parlent. Bravo. Bravo. Et merci, et bravo. Je fais attention à ce que un mouvement de caméra qui se voudrait maladroit ou qui se pense expressif va me déconcentrer de l'intensité de l'acteur. Pour moi, au centre de ce que je sens, et non pas de ma réflexion, de ce que je sens quand il faut faire une scène, il y a l'acteur, donc là où il en est dans cette histoire, donc le récit. C'est cette valeur poétique-là qui m'intéresse dans les choix d'axes et de mouvements. Il y a un rituel dans cette émission, une dernière question qui va demander un peu plus d'intimité, Xavier Giannoli. Je suis très très gêné déjà. C'est professionnel. Bon. Est-ce que vous voulez changer quelque chose, éteindre Non, pas du tout. Non, pas du tout, au contraire. Même si les choses deviennent intimes, au contraire, ça peut être beau d'avoir beaucoup de lumière. Voilà. Pourquoi filmez-vous? Ce que je cherche, c'est une forme d'abandon où je vais sentir une je ne sais pas comment l'exprimer, je crois que c'est parce que je ne sais pas comment l'exprimer que justement je fais des films. Voilà. Ciné, séries et compagnie, c'est tout pour aujourd'hui, mais vous le savez, on n'aime pas dire au revoir, alors on reste dans votre vie, de jour comme de nuit. Vous pouvez voir et revoir cette émission sur OCS Go, YouTube ou encore Dailymotion. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures totalement passionnantes.